à tous. Ce que je vous propose, c'est finalement une présentation qui pourrait servir, qui pourrait être une forme d'introduction finalement de ce colloque et d'introduction concernant la discussion sur effectivement les troubles du neurodéveloppement, dont tout le monde parle maintenant. On parle des troubles du spectre autistique dans les troubles du neurodéveloppement, et puis aussi de cette articulation que M. Assef a souligné juste avant entre le catégoriel et le dimensionnel finalement. Bien, donc je vais essayer de vous parler un petit peu de tout ça, mais encore une fois sous la forme d'une introduction. Ce sont des choses qui seront, dont je le pense, rediscutées, retravaillées tout au long de ces 2 journées. Alors, écoutez, commençons tout de suite. Donc, les troubles du neurodéveloppement dans le DSM-5, qui est l'une des 2 classifications internationales, eh bien, sont colligés ici avec, donc, tout d'abord, le handicap intellectuel. On parlait auparavant, on parle toujours de déficience intellectuelle. Dans le handicap intellectuel, on retrouve aussi le retard global de développement. Les troubles de la communication, dans lesquels on a les troubles du langage, les troubles de la phonation, les troubles de la fluidité verbale, et aussi un nouveau diagnostic qui est apparu dans le DSM-5, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, mais que je me borne juste à mentionner maintenant, c'est le trouble de la communication sociale pragmatique. Il n'existait pas dans le DSM-4. Le trouble du spectre autistique, trouble du spectre de l'autisme, le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles moteurs, dont les troubles de la coordination motrice, alias la dyspraxie, et puis les mouvements stéréotypés et les tics. Et enfin, une partie de la classification qui concerne les troubles non spécifiés. C'est quelque chose qui existe effectivement, qui a existé dans l'ensemble des versions du DSM, c'est-à-dire lorsque les patients, les enfants, les adolescents, les adultes présentaient certaines difficultés qui s'apparentent à, en ce qui concerne là les TND, donc qui s'apparentent à des troubles du neurodéveloppement, mais qui ne sont pas, pour lesquels ils ne répondent pas finalement à l'ensemble des symptômes d'un trouble du neurodéveloppement. C'est ce qui se passait, je vais en dire un mot tout à l'heure, pour les troubles envahissants du développement, donc la précédente classification des troubles de l'autisme, où on parlait des troubles envahissants du développement non spécifiés. Donc c'était des enfants et des adolescents qui présentaient peu ou prou des difficultés d'interaction sociale et des difficultés de communication, mais qui ne présentaient pas l'ensemble des critères pour répondre à finalement à un diagnostic de troubles autistiques francs ou de syndrome d'Asperger par exemple. Vous voyez, donc ce sont les formes qui sont un peu frontières. Alors, si on s'arrête le temps d'une diapositive sur finalement le présupposé de cette logique catégorielle, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que dans une logique catégorielle, eh bien, la clinique est pensée en termes de regroupement de symptômes dans un ou dans plusieurs objets diagnostiques, dans un ou dans plusieurs catégories diagnostiques qui seraient envisagées, qui sont envisagées comme étant indépendantes les unes des autres. Ce qui voudrait dire spécifiques et isolées. Alors à ce moment-là, on peut envisager qu'il y ait 2 diagnostics qui sont indépendants et isolés dans le cadre d'une comorbidité. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est à la fois, de mon point de vue, nécessaire, indispensable. Donc il faut pouvoir penser les choses comme ça, et en même temps, c'est une terminologie un peu à la mode actuellement, quand on est dans la réalité clinique, même si ça fait un peu pléonasme de dire les choses comme ça, eh bien, on sent bien que cette réalité est un petit peu plus complexe que ça, puisque on sait qu'il y a une logique plurifactorielle qui va sous-tendre l'émergence de certains troubles, et puis surtout, eh bien, il y a une coexistence, donc c'est-à-dire une interdépendance des troubles, une forme de synergie, si vous voulez, de plusieurs troubles du neurodéveloppement, ou par exemple d'un ou 2 troubles du neurodéveloppement avec d'autres troubles psychiatriques. Et c'est cette synergie, finalement, qui va venir colorer la clinique, donc colorer la symptomatologie de la personne
que vous avez en face de vous. Ce que dit Christopher Gilberg d'ailleurs, c'est que cette coexistence, cet enchevêtrement, cette coexistence-là, eh bien, elle est plutôt la règle que l'exception. Alors, ça, c'est effectivement quelque chose qui est mis un petit peu en exergue d'une certaine façon lorsqu'on doit prendre en compte un patient qui présente un ou des troubles du neurodéveloppement. Alors, simplement pour finalement illustrer cette logique plurifactorielle qui va sous-tendre l'émergence des troubles, eh bien, je vous signale, mais ce que vous savez sans doute, c'est que dans l'émergence d'un trouble du langage écrit, il est démontré qu'il y a des variables à la fois psychoaffectives et des variables environnementales qui vont participer à l'émergence d'un trouble du langage écrit. Ce qui est aussi valable pour le développement et pour les troubles du langage oral. Donc envisager un trouble du langage écrit ou envisager un trouble du langage oral indépendamment de certaines variables qui vont participer à son émergence, eh bien, c'est un peu compliqué. Si on part d'un symptôme qui est très banal pour les psychiatres d'enfants et d'adolescents, qui est la dysgraphie par exemple, eh bien la dysgraphie, elle peut être sous-tendue par, vous le voyez dans l'encart de droite, par un certain nombre de difficultés qui peuvent être indépendantes les unes des autres ou qui peuvent s'associer d'ailleurs. C'est-à-dire que quand je reçois un enfant de 6-7 ans qui présente une dysgraphie, eh bien, il peut autant présenter une dyspraxie qu'un trouble spécifique de type dyslexie, dysorthographie, qu'un trouble hyperactif avec déficit de l'attention, qu'une dyspraxie, que des difficultés de motricité globale. Il peut aussi présenter une pathologie sensorielle, il peut aussi présenter des difficultés psychoaffectives, il peut aussi présenter un peu tout ça à la fois. Alors, effectivement, le un peu tout ça à la fois, finalement, où est-ce qu'on va là, à ce moment-là? Mais donc, cette diapo pour vous indiquer finalement la complexité qui est inhérente à la clinique. Donc si je rencontre un enfant qui présente une dysgraphie et que je suis un grand spécialiste de la dyspraxie, je vais traiter sa dysgraphie finalement au travers de ce que je connais moi de la dyspraxie, avec l'idée, et je serai de bonne foi, que si je prends en charge sa dyspraxie, il ne sera plus dysgraphique. Sauf que j'ai peut-être raison, mais j'ai peut-être aussi tort. S'il n'est que dyspraxique, j'ai bon, et je gagne du temps, et je suis félicité par l'enfant et par sa famille. Si j'ai faux, parce que j'ai mis de côté la complexité ambiante, eh bien, je vais faire perdre du temps à mon patient. Un dernier exemple pour vous parler de cette coexistence de troubles, eh bien, quand on parle de difficultés d'interaction sociale, par exemple, un enfant qui présente des difficultés d'interaction sociale, c'est un enfant qui peut présenter un trouble du spectre autistique. C'est même dans les symptômes cardinaux de l'autisme, donc ça, vous n'en discuterez pas. C'est un enfant qui peut aussi présenter, ou qui peut présenter uniquement un handicap intellectuel. C'est par exemple dans la perspective dite dimensionnelle qui est retrouvée dans le DSM lorsqu'on parle de sévérité des troubles. Il y a l'évaluation du fonctionnement social, par exemple, d'un enfant avec une déficience intellectuelle. Mais pour un enfant qui présente une dyspraxie sévère, entre parenthèses, ne me faites pas dire que, il ne faut pas me faire dire que tous les enfants dyspraxiques présentent des difficultés d'interaction sociale. C'est faux, mais dans les formes de dyspraxie sévère, chez des enfants qui sont invalidés dans leurs interactions, dans leur imitation dès la crèche, ou chez des enfants qui présentent un trouble attentionnel avec, par exemple, avec hyperactivité, ce sont des enfants qui vont présenter aussi des difficultés d'interaction sociale. Donc, si je reçois dans mon cabinet un enfant qui présente ces difficultés d'interaction sociale, eh bien, il faut que j'ouvre sur plusieurs diagnostics et que je pense aussi peut-être à la synergie entre deux diagnostics,
ce que nous connaissons quand on s'occupe d'enfants qui présentent un trouble du spectre autistique ou de patients, même adultes, qui présentent un trouble du spectre autistique avec des difficultés comportementales, eh bien, on va autant s'interroger sur les signes de l'autisme que sur leur niveau de compréhension, par exemple. Bien. Alors, si on s'arrête quelques minutes sur justement le trouble du spectre de l'autisme, eh bien, et qu'on interroge finalement ce diagnostic donc dans une perspective catégorielle, eh bien, on se rend compte que au fil des versions du DSM, et même si la dernière version semble plus aboutie parce qu'elle intègre une perspective dimensionnelle avec le degré de sévérité de l'autisme, et si elle est plus aboutie aussi parce qu'elle laisse la part belle, si je puis dire, aux comorbidités. Il faut spécifier quand on pose un diagnostic d'autisme s'il y a un trouble du langage, s'il y a une déficience intellectuelle, s'il y a d'autres troubles psychiatriques, s'il y a des pathologies génétiques. Eh bien, on se rend compte quand même que cette perspective catégorielle ne va pas permettre de circonscrire l'hétérogénéité et le caractère extensif de l'autisme, que ce soit sur le plan descriptif ou sur le plan étiologique. Elle ne va pas permettre non plus de circonscrire la trajectoire finalement développementale, le développement, l'histoire développementale de chaque personne avec autisme. Ça, c'est quelque chose que l'unique perspective catégorielle finalement ne permet pas. Et je rajouterais que la perspective catégorielle pure ne permet pas non plus, donc de mon point de vue, de nous offrir les clés d'une prise en charge thérapeutique sur mesure. Ce qui vient un tant soit peu corroborer ce que je vous raconte là, c'est que ce sont deux choses. C'est d'abord qu'il y a une majorité de troubles envahissants du développement non spécifiés. Donc si on revient au DSM-4, les troubles de l'autisme s'appelaient les troubles envahissants du développement, eh bien 4/5 des troubles envahissants du développement étaient des troubles envahissants du développement non spécifiés. Donc 4/5, statistiquement parlant, étaient donc des patients qui présentaient des formes frontières et pas des formes pures. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de forme pure, vous avez compris. Eh bien, pour la petite histoire, lorsque les patients qui présentaient un diagnostic de trouble envahissant du développement non spécifié se sont retrouvés en mai 2013 avec l'avènement du DSM-5, 29% de ces patients-là ne présentaient plus de diagnostic, enfin, ne rentraient plus dans le diagnostic d'autisme dans le DSM-5. Vous avez donc un enfant qui présente un TED-NOS, pour dire les choses comme ça. En mai 2013, il n'est plus dans le spectre de l'autisme. Est-ce qu'il faut déboucher le champagne? Est-ce qu'il faut se déprimer? C'est une vraie question. En tout cas, aux États-Unis, on se déprime à ce moment-là parce que comment est-ce qu'on peut financer les soins de ces enfants qui sont en difficulté? Eh bien, c'est pour ça qu'a été créée cette nouvelle terminologie. Vous voyez, je n'ai pas le pointeur, mais trouble de la communication sociale pragmatique, pour pouvoir justement caser, si je puis dire, sur le plan catégoriel, ces enfants qui n'avaient plus de diagnostic DSM-5, alors qu'ils en avaient un dans le DSM-4. Donc, ce qui pose question dans cette perspective catégorielle, c'est qu'une majorité des enfants présentent des formes frontières, des formes plus légères. Et qu'elles s'appelaient à ce moment-là non spécifiées. Donc comment aborder ces situations-là? Et puis il y a autre chose, c'est la très grande fréquence des comorbidités. Très grande fréquence des comorbidités avec une coexistence très, très fréquente de l'autisme avec d'autres troubles du neurodéveloppement, avec d'autres troubles psychiatriques. Autrement dit, l'autisme pur, finalement, est-ce que ça existe très fréquemment? Est-ce que c'est souvent le cas qu'il y ait une personne avec autisme pur? Eh bien, c'est dans ce sens-là
sans faire de jeu de mots, que Christopher Gilberg a proposé le concept d'essence. Essence, alors je vous ai mis effectivement la signification de l'acronyme, Early Symptomatic Syndrome Eliciting Neurodevelopmental No Clinical Examinations. La traduction française un peu approximative, c'est syndrome précoce symptomatique requérant des examens neurodéveloppementaux. Mais ce concept d'essence vient finalement proposer un groupe de troubles neurodéveloppementaux et psychiatriques de diagnostic précoce. Et ce que dit Gilberg, c'est que ces troubles-là ne peuvent pas être considérés comme purement distincts, justement parce qu'il y a une coexistence de ces troubles, que la personne avec autisme, que la personne avec trouble du neurodéveloppement que vous avez en face de vous est le fruit de la synergie finalement, et pas simplement de l'association, et pas simplement de la somme des troubles, mais de la synergie finalement de ces troubles-là, avec des symptômes communs. Je vous en ai donné un exemple, par exemple, pour la question des interactions sociales. Et alors, ce que rajoute Gilberg, c'est que ce groupe est un groupe de troubles qui ne peuvent pas être complètement considérés comme étant distincts parce qu'ils partagent des facteurs de risque environnementaux et aussi certaines anomalies génétiques. Alors, pour la petite histoire, Baeza Velasco travaille dans un groupe avec le professeur Amonet, qui est spécialiste du syndrome d'Ehlers-Danlos de type hypermobile. Donc de type hypermobile, c'est une maladie héréditaire qui est une anomalie, qui donne des anomalies du tissu conjonctif et des troubles de la proprioception. Et pour ce groupe-là, qui est porté par Baeza Velasco, eh bien, ces troubles de la proprioception, ces troubles du tissu conjonctif pourraient sous-tendre un certain nombre de troubles du neurodéveloppement, comme le trouble du spectre autistique, ou comme par exemple le TDAH ou la dyspraxie. Alors, les syndromes qui sont inscrits dans ce grand groupe, au regard de ce concept d'essence, eh bien, je les ai recopiés donc de ce qu'écrit Gilberg. C'est le trouble du spectre autistique, la déficience intellectuelle, le TDAH, la dyspraxie, les troubles du langage, les tics, les troubles de la régulation émotionnelle, certaines formes d'épilepsie rares, le mutisme sélectif et les troubles de l'attachement. Donc vous voyez qu'il y a une majorité là de troubles du neurodéveloppement qui sont associés dans ce groupe essence. Et puis les symptômes. Il nous dit que dans la trajectoire développementale des enfants qui présenteraient, dont les difficultés pourraient correspondre à ce concept d'essence, eh bien, on retrouvera dans leur développement un retard de développement général, des troubles de la motricité, des troubles du langage et de la communication, des troubles des interactions sociales, des troubles du comportement, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur. Bref, je m'excuse pour cette énumération-là, mais enfin, c'est un ensemble de symptômes que Gilberg met en commun, finalement, au regard de son concept d'essence. Je signale d'ailleurs que c'est quelque chose que j'ai pris dans un papier qui est publié dans la revue Enfance et qui a été traduit par René Pry et par Jacqueline Nadel. Donc un papier de Gilberg, mais dans la traduction dans la revue Enfance date de 2019. Alors, je souhaiterais maintenant, sur quelques minutes, donc pour vraiment très rapidement revenir sur cette histoire sur ces questions de cas non spécifiés. Les cas non spécifiés, qui, comme je vous le disais, étaient la majorité des troubles envahissants du développement et qui étaient classifiés TED non spécifiés, donc au regard du DSM-4. Eh bien, ce sont des enfants que nous rencontrons dans les CMP, dans les CMPP, et bien évidemment au CRA aussi, au Centre Ressources Autisme, qui présentent, je dirais, des troubles complexes du développement, des troubles qui intègrent des difficultés dans la communication et les interactions sociales, des troubles de la régulation émotionnelle et du comportement, des difficultés d'apprentissage multiples et variées,
Beaucoup d'enfants qui sont dyspraxiques, c'est une vraie question de savoir pourquoi d'ailleurs, plus que dyslexiques ou autres, mais enfin ils ont des difficultés d'apprentissage, donc des troubles moteurs et des difficultés d'intégration scolaire. Donc je vous ai dit effectivement leur devenir sur le plan catégoriel entre le DSM-4 et le DSM-5, et je souhaiterais aussi vous mentionner finalement d'autres catégories qui ont été proposées au fil du temps. Alors je vais juste vous les indiquer rapidement, je m'en excuse, mais je peux vous fournir bien évidemment la biblio si vous voulez qu'on développe un peu plus. D'autres catégories qui ne sont pas rentrées dans le DSM-4 à l'époque, pour essayer de circonscrire finalement cette cohorte d'enfants qui sont, encore une fois, la majorité des enfants qui présentent un trouble du développement. Alors, il y a Donald Cohen qui a proposé le terme de trouble complexe et multiple du développement. Il y a McKenna qui parle de trouble multidimensionnel. Il y a Gilberg qui parle de DAMP. DAMP, c'est déficit attentionnel, motor, perception. C'est l'association, la synergie dans le développement chez un enfant entre un trouble attentionnel et un trouble de la motricité. Et puis à la française, dans la classification française, existe un terme qui est la dysharmonie de développement. Alors, la dysharmonie de développement, bon, écoutez, j'avais préparé aussi 2 diapos sur les différentes, mais ça ce serait peut-être un peu compliqué, et puis j'ai été un peu paresseux parce que je n'ai pas traduit en français. Hein. Oui. Bon, mais par exemple, juste pour vous montrer donc, le multiple complexe developmental disorder, donc le trouble complexe et multiple du développement décrit par Cohen, par Donald Cohen, il y a 3 grandes dimensions, j'allais dire. Un trouble de la régulation affective, des difficultés d'interaction sociale, et puis des moments de rupture avec la réalité, c'est-à-dire des moments de discontinuité dans l'interaction avec l'enfant, chez un enfant qui ne serait pas avec autisme, et avec des troubles qui durent plus de 6 mois. Globalement, ce sont des enfants qui présentent des troubles du développement qui apparaissent criants, dans tous les sens du terme, à partir de l'entrée à l'école, vers l'âge de 3 ans. Voilà, donc ça, ce sont les critères de McKenna. Et ce sont des enfants qui finalement, entre ceux qui sont décrits par McKenna, ceux qui sont décrits par Gilberg et ceux qui sont décrits par Donald Cohen, correspondent à la même cohorte d'enfants. Donc vous avez compris, des difficultés d'apprentissage, des difficultés comportementales, des difficultés d'intégration scolaire. Je vous ai parlé je vous ai nommé la dysharmonie du développement, et je trouve que la dysharmonie du développement, elle a un intérêt qui est de mettre en exergue la perspective dimensionnelle, hein, qui me semble complémentaire à la perspective catégorielle et dont je vais vous dire un mot maintenant. C'est quoi finalement cette perspective dimensionnelle? C'est un petit croquis un peu simpliste pour vous dire que dans la perspective dimensionnelle, donc quand on dit dimensionnel, on pense développemental, et quand on dit dimensionnel, on pense quantifiable. On peut chiffrer au travers effectivement d'évaluations chiffrées. Eh bien, dans la perspective dimensionnelle, on peut envisager que le développement de l'enfant soit le fruit de l'interaction entre différentes dimensions du développement, dimension somatique, le langage, la motricité, la dimension cognitive, la dimension psycho-affective. Alors, je n'ai pas indiqué les flèches qui pourraient figurer les interactions parce que vous n'y verriez plus rien, mais ce sont des dimensions qui ne sont pas indépendantes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut dire que, par exemple, le développement du langage, pour que le langage puisse se développer, il faut qu'il y ait un contexte cognitif, il faut qu'il y ait un contexte environnemental, il faut qu'il y ait un contexte psycho-affectif, si vous voulez. Donc, tout est lié, donc d'une certaine façon. Mais donc, envisager le développement de l'enfant au regard de plusieurs dimensions, au cours de son expérience interactive avec son environnement familial, culturel, social, scolaire. Et donc la construction de l'enfant serait le fruit de tout cela. Bien évidemment que quand je parle de la dimension langage, vous avez toutes les sous-dimensions, le langage oral, le langage écrit, la prosodie, la pragmatique, le vocabulaire, la syntaxe, enfin bon. Pareil pour la motricité globale, la motricité fine, le schéma corporel, le tonus, la posture.
Pour la cognition, vous avez les capacités intellectuelles, l'efficience intellectuelle, mais vous avez aussi l'attention, la mémoire, les capacités visuospatiales. Bref, on peut décliner chaque dimension en plusieurs sous-dimensions qui sont évaluées dans les différents bilans que nous pouvons demander ou que nous pouvons lire. Un tableau un petit peu compliqué parce que je ne vous ai pas décrit précisément toutes les catégories diagnostiques, je les ai juste nommées, mais si vous voyez en bas, vous allez retrouver avec des couleurs l'ensemble des catégories diagnostiques que je vous ai nommées, donc la dysharmonie, le trouble complexe et multiple du développement, le DAMP, le multidimensional impairment de McKenna, le social pragmatic communication disorder, les troubles autistiques et le concept d'essence. Eh bien, ces catégories-là, nous nous sommes amusés à les placer sur des dimensions, la dimension langage et communication, la dimension motricité, la dimension attentionnelle, la dimension anxiété et régulation émotionnelle, la sociabilité, la numération, les intérêts restreints. Eh bien, on peut finalement croiser. Là, l'idée de ce tableau, ce serait, enfin de ce schéma, c'est de croiser le catégoriel avec le dimensionnel. Si je regarde, par exemple, les troubles du spectre autistique, eh bien, j'ai la communication en langage, la sociabilité et les intérêts restreints, hein, ce que nous connaissons. Et puis, si je prends le concept d'essence, eh bien, effectivement, je peux retrouver l'ensemble de ces dimensions ou sous-dimensions finalement auxquelles il correspond. Bref. Je dis bref parce que c'est un peu compliqué, il faudra évidemment beaucoup plus de temps pour que je puisse vous décrire tout ça, mais ce que je voudrais simplement, c'est que vous puissiez visualiser ce croisement entre le catégoriel et le dimensionnel, parce que l'idée est celle d'une complémentarité et celle finalement d'une démarche clinique ou de recherche, mais déjà d'une démarche clinique qui va combiner le catégoriel et le dimensionnel. Donc cette démarche qui, de mon point de vue, doit intégrer le catégoriel et le pluridimensionnel, elle doit débuter par un examen clinique que j'appelle généraliste dans le sens d'une évaluation globale du développement de l'enfant, mais dans le sens aussi finalement d'aller vers, je dirais tout d'abord, la description des difficultés et la description du développement de l'enfant. Si je suis d'emblée un hyper spécialiste d'un trouble, voire même un hyper spécialiste d'une compréhension psychopathologique, psychanalytique, une compréhension psychopathologique, par exemple neuropsychologique. Bref, si d'emblée j'ai une vision qui est un peu, donc comment dire ça pour rester poli, mais donc en tout cas l'idée c'est que si d'emblée j'ai une vision un petit peu fermée, parce que je suis un spécialiste de cela, donc si vous venez me voir, je vais vous traiter par rapport à ce que je connais, ce que je maîtrise, eh bien à ce moment-là, on n'est plus tellement dans une appréhension globale du développement de l'enfant, dans une appréhension globale de ses difficultés. Et à ce moment-là, finalement, on ne recherche plus la complexité de la clinique. C'est une clinique qui est à mes yeux simple parce que moi, je suis spécialiste du TDAH, parce que moi, je suis spécialiste de l'autisme, parce que moi, je suis psychanalyste, parce que moi, je suis cognitiviste. Voyez, alors que la clinique, c'est souvent un petit peu plus compliqué que tout ça. Donc, parfois, il faut pouvoir se faire un peu violence pour certains, pour être dans un examen clinique qui est suffisamment généraliste, suffisamment descriptif, ne pas immédiatement enfermer l'enfant dans une terminologie médicale ou encore une fois, dans une compréhension, dans des présupposés, parce qu'à ce moment-là, on passe à côté d'une certaine réalité clinique.
Cet examen clinique doit ouvrir sur une évaluation pluridisciplinaire. Cette évaluation pluridisciplinaire, elle porte à la fois sur, par exemple, des tests qui vont être des aides au diagnostic de l'autisme, donc des tests spécialisés, l'ADI, la DOS, la CARS, sur une évaluation, mais aussi sur des évaluations pluridimensionnelles, c'est-à-dire que, quand je dis pluridimensionnel, c'est avec des tests qui soient normés, qui soient standardisés. Hein. Donc une évaluation orthophonique, une évaluation psychomotrice, une évaluation psychologique. Si je propose une évaluation orthophonique à un enfant qui présente un trouble du spectre autistique, je vais à la fois réfléchir à la façon de m'ajuster à lui au mieux au regard de ses spécificités de langage, en lui proposant effectivement, par exemple, donc la mise en place par exemple du Macathon ou une évaluation par le Comvor pour essayer de voir quel est son niveau de représentation. Et puis à la fois, je vais aller voir du côté du développement de son langage. Est-ce qu'il a en même temps un trouble du langage? Et donc en tant qu'orthophoniste, je vais à la fois le prendre en charge parce qu'il a des spécificités de langage en lien avec ses troubles du spectre autistique, mais aussi le prendre en charge parce qu'il a un trouble du langage qui va s'associer à son trouble du spectre autistique pour lui donner des difficultés, pour faire qu'il va avoir des difficultés d'interaction sociale. Si je suis psychologue, je vais à la fois lui proposer, par exemple, la dose, mais aussi bien évaluer son niveau de compréhension, son âge développemental, pour que je puisse être ajusté au mieux à lui quand je vais lui proposer certaines thérapeutiques éducatives ou pédagogiques. Donc, un examen clinique généraliste, une évaluation pluridisciplinaire et pluridimensionnelle pour aller vers un ou des diagnostics que l'on appelle positifs dans le sens catégoriel. Il présente un trouble du spectre autistique, il présente un trouble du langage, il présente un trouble de la coordination motrice, et vers un diagnostic fonctionnel. Et enfin, je vais aussi l'examiner pour aller dans le sens, dans certains cas, d'un diagnostic étiologique, génétique, neurologique et autres, ou métabolique. En ce qui concerne cette évaluation pluridisciplinaire et pluridimensionnelle pour un diagnostic fonctionnel, donc, effectivement, je vous propose ce tableau qui a l'air un peu comme ça exhaustif, mais qui ne l'est pas, mais dans lequel, vous voyez, j'ai indiqué les principales dimensions. Alors, j'ai indiqué d'abord les critères diagnostiques catégoriels. Vous allez me dire que ce n'est pas dans les dimensions, mais c'était plus facile pour mon tableau. Mais après, les différentes... Donc, l'enfant présente un ou des diagnostics sur le plan des catégories du DSM-5. Et il va aussi être évalué en fonction de son intelligence globale. On va évaluer certains domaines cognitifs plus spécifiques, type par exemple l'attention, type les fonctions exécutives, les mémoires de travail, la vitesse de traitement, bref, je ne vais pas vous faire le listing complet, mais certains domaines cognitifs spécifiques, certaines dimensions du langage, la motricité, ses capacités d'intégration sensorielle. Alors pour l'instant, nous n'avons que le profil sensoriel de Dunn, parce que pour l'instant, nous n'avons pas encore, mais j'ai l'impression qu'à Tours, ils y travaillent, sous la direction de Frédéric Bonnet-Briot, pour qu'on ait aussi une évaluation des aspects sensorimoteurs, une évaluation dimensionnelle, parce que quantifiée. Alors que jusqu'à présent, effectivement, nous n'avons que le profil sensoriel de Dunn, même si il existe aussi le bilan sensorimoteur qui a été proposé par Bullinger et qui est passionnant. La seule difficulté, c'est qu'il n'est pas quantifié. On va rechercher les comorbidités somatiques, des troubles associés, une épilepsie, une dysmorphie, un syndrome génétique, le périmètre crânien, est-ce qu'il y a des éléments de prématurité, la dimension psychoaffective, des troubles du comportement, et puis la dimension autonomie et comportements sociaux,
avec, par exemple, les compétences de cet enfant, ou de cet adolescent, ou de cet adulte dans sa vie quotidienne. A-t-il ou pas des comportements moteurs inadaptés, par exemple, hein. Et donc, je vous ai mis à droite, effectivement, des exemples d'autisme, mais absolument pas exhaustifs, j'en ai oublié forcément, pour pouvoir explorer tout cela. C'est en explorant tout cela, en le combinant avec une approche catégorielle, qu'on va se faire une idée, à ce moment-là, au travers d'un diagnostic fonctionnel, hein, des difficultés propres à la personne avec autisme, à la personne avec trouble du neurodéveloppement que vous allez avoir en face de vous. Les enjeux et les écueils à éviter dans cette démarche finalement d'exploration des troubles du neurodéveloppement, c'est donc tout d'abord ne pas oublier, si je peux dire les choses comme ça, de rechercher la complexité des troubles, qui est la règle plus que l'exception. Je ne veux pas cafeter là, mais enfin j'ai rencontré un collègue dans un colloque un jour qui m'a dit « Moi, je ne vois que des enfants psychotiques. » Bon, moi, je lui ai dit « Déjà, psychotique, c'est au niveau d'une compréhension psychopathologique, psychanalytique, mais enfin, sur le plan symptomatique, il est quoi? Il a quoi comme diagnostic? Est-ce que c'est un patient qui présente une schizophrénie début précoce? Est-ce que c'est un patient qui présente un trouble du spectre autistique, par exemple? » Donc, c'est un peu compliqué, parce que psychotique, ça renvoie à beaucoup de choses. Et plutôt, à ce moment-là, de l'impressionnisme, comme dirait effectivement Saïd Assef, et je serais tout à fait d'accord avec lui à ce sujet. Et je lui ai dit, mais si tu ne recherches pas la complexité, tu n'as que en face de toi juste un enfant psychotique, et puis c'est tout. Donc on va attendre pour les dimensions, langage, la motricité, les autres dimensions, que tout cela émerge de sa psychose. C'était effectivement très problématique d'envisager les choses comme ça. À ce moment-là, on a une vision d'emblée très réductrice, très simplifiée d'une clinique. J'espère pour lui que cet enfant n'était que psychotique. Donc je suis un peu sévère, mais je crois qu'il y a aussi à réfléchir finalement à nos pratiques des uns et des autres. Bon. Donc il faut rechercher cette complexité, sinon elle n'existe pas, en tout cas pour le clinicien. Il faut s'autoriser à poser des diagnostics catégoriels. Il faut s'autoriser à poser des diagnostics catégoriels qui reposent sur des évaluations pluridisciplinaires sur la base de tests normés. On rencontre parfois je dirais, des évaluations qui sont plus des observations, qui sont très intéressantes, mais qui ne nous permettent pas d'aller ni vers la démarche dimensionnelle, ni vers une démarche finalement catégorielle pour poser un diagnostic. Donc ça, c'est effectivement très important. Les écueils à éviter, ce seraient les logiques causalistes. Je vais traiter un seul diagnostic, il n'est que cela et tout le reste va rentrer dans l'ordre. Comme de tenter d'expliquer tous les symptômes qui sont présentés par le patient en fonction d'un diagnostic principal. C'est un enfant avec autisme, c'est un enfant qui est TDAH, c'est un enfant... Encore une fois là, on revient à une simplification d'une clinique et qui, à mon avis, est un leurre. Parce que le risque est alors d'axer toutes les prises en charge, fussent-elles pluridisciplinaires, de les orienter en fonction de ce diagnostic principal. L'orthophoniste, la psychologue, la psychomotricienne vont traiter les troubles autistiques du patient, sauf qu'il n'a pas que un trouble du spectre autistique, peut-être. Alors l'intérêt de cette double démarche, et en particulier de la démarche donc dimensionnelle, mais de la démarche donc dimensionnelle qui est associée à une démarche catégorielle, c'est d'aller vers une représentation de la trajectoire développementale de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Ce sont des discussions que nous avons eues il y a quelques années avec Isabelle Amado, qui va intervenir demain, sur elle rencontrait donc des adultes et elle me disait je ne peux les comprendre que si je reviens à la trajectoire développementale de ces patients. Cette représentation de la trajectoire développementale, une sorte de
une façon d'approcher de manière très intuitive finalement ce que pourrait être cette trajectoire développementale. C'est quelque chose qu'il faut penser à lui restituer, et puis ainsi qu'à sa famille, sous la forme d'une narration, une forme de récit qui soit compréhensible, donc adapté aussi aux difficultés du patient. Un récit qui serait le plus proche possible de sa propre expérience finalement, comme si on l'aidait à lui raconter une histoire qui pourrait l'aider finalement à se donner un peu du sens, à donner un peu du sens finalement à ses difficultés et à certains éléments de son expérience de vie. Donc là, j'en ai bientôt terminé. Ce que je voudrais simplement souligner effectivement le fait que cette complémentarité entre les deux approches, donc catégorielle et dimensionnelle, pluridimensionnelle, eh bien, ce travail se fait dans le cadre d'un travail justement pluridisciplinaire qui va permettre l'élaboration d'un projet de soins et d'accompagnement sur mesure. Je ne pense pas que le dimensionnel pur ou que le catégoriel pur peuvent finalement à eux seuls finalement offrir donc, les clés d'une prise en charge sur mesure. C'est vraiment l'association des deux. Donc, sur mesure veut dire quoi? Veut dire bien évidemment adapté aux besoins du patient ainsi qu'à ceux de sa famille pour améliorer ses capacités d'intégration scolaire, sociale ou professionnelle. Une dernière diapositive avant de m'arrêter. Eh bien, dans le domaine de la recherche, c'est là aussi où la logique finalement dimensionnelle peut être au cœur des projets de recherche, et vous en entendrez parler aujourd'hui au fil des différentes interventions. Des projets de recherche qui, pour certains, vont se centrer sur la mise en évidence ou l'évaluation de marqueurs spécifiques qui vont permettre, pour le coup, de pouvoir distinguer, d'aller vers la distinction de troubles du neurodéveloppement, troubles autistiques, troubles moteurs, spécificité de certains troubles moteurs, par exemple, dans les troubles du spectre autistique, mais je n'en dirai pas plus. Et puis, sur le développement de thérapies innovantes. Autrement dit, la logique dimensionnelle, elle peut permettre de mieux connaître et de spécifier certains troubles du neurodéveloppement et finalement de développer certaines thérapies qui seraient ajustées à certains diagnostics, enfin je veux dire à certaines difficultés. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui.